Je vais plutôt rester avec le micro, ce sera peut-être plus simple si je me déplace. Bon, j'espère que vous avez bien profité du déjeuner, que vous avez encore un petit peu d'attention à m'accorder. Pour un sujet qui est un sujet, je qualifierais un petit peu de détente, ou de... Enfin, en tout cas, un sujet qui sort un petit peu des clous habituels du développement sur portail. Puisqu'en fait, là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, à la limite, on peut très bien développer pour Liferay en dehors de Liferay. Donc, une façon de développer qui est, je ne qualifierais pas d'industrialisée, hein, parce que ça reste de l'expérimentation. On l'a mis en place sur quelques outils. Ça ne s'applique pas à tout. Ça s'applique principalement à des projets de portlet assez complexes, assez métiers, hein, avec aussi des équipes de développement qui ont une appétence particulière pour le mode de développement très très orienté JavaScript. Voilà. Donc c'est beaucoup moins sérieux que peut-être les sujets que vous avez pu voir ce matin. Enfin, quoi que je remercie Mélan de sa présentation ce matin, parce que lui, il est sorti aussi un peu des clous de Liferay. Donc moi, je vais le faire aussi un petit peu. Ça parlera beaucoup d'Amber et un petit peu de Liferay. Alors, juste pour me présenter très rapidement, donc Bertrand Pinel, je suis le directeur technique d'Ypon, aussi un des associés. Ça fait un petit moment que je travaille sur du Liferay, enfin que j'utilise Liferay de façon professionnelle, puisque ça remonte à 2004, on va dire. On a été le premier partenaire de Liferay, donc j'étais dans la sphère Java, J2E, j'ai barré, parce que maintenant ça fait vraiment vieux quand on dit J2E. Donc Java EE, enfin même maintenant quand on dit Java EE, des fois ça fait vieux aussi. Donc je continue à développer, mais c'est pas vraiment mon passe-temps habituel, malheureusement, même si j'ai toujours une grosse appétence aussi pour ça. J'ai eu l'habitude de détester le JavaScript jusqu'à ces dernières années, où j'ai un peu redécouvert ce développement-là grâce aux nouveaux frameworks, tout ce qu'on appelle les frameworks MVC, là, les Angular et autres. Et puis surtout parce que j'étais confronté à un public de jeunes développeurs qui vraiment adoraient ça, quoi. Donc voilà, ce sujet, il est beaucoup autour de ces frameworks. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du JavaScript, par contre, hein. Juste quelques mots rapidement sur Ypon Technologies. Ypon Technologies, on a été donc créé en 2003. On est maintenant un petit peu moins de 300 personnes sur 4 continents, puisque on est présent en France, aux États-Unis, en Australie et au Maroc. 25 millions de chiffre d'affaires. Notre particularité aussi, c'est qu'on est capable de couvrir vraiment l'ensemble de cycle de vie d'un projet. On part vraiment de ce qu'on appelle l'idéation. C'est vraiment la création même de l'idée du projet. On est capable de remonter jusque-là, dans des activités de conseil, de transformation digitale, maintenant c'est le terme vraiment à la mode, jusqu'à l'hébergement. L'hébergement qui peut être de l'hébergement classique sur des machines dédiées ou de l'hébergement cloud, notamment au travers d'un partenariat avec OVH. Voilà, je vais revenir vraiment à notre sujet et au monde du développement portlet. Alors, je parle vraiment de développement portlet, hein, donc vraiment, il faut se dire d'outils métiers qu'on va héberger au sein d'un portail. Je ne parle pas du tout de CMS ou de choses comme ça, hein. Cette présentation, c'est vraiment réservé d'outils. On va développer du logiciel de gestion qui va s'intégrer dans un portail. Je dirais que là-dessus, on distingue déjà 2 modes de développement de portlet. Je dirais celui qu'on a connu, que tout le monde connaît, qui est le mode de développement standard, porté par la JSR 168 puis 286, avec les bons vieux termes de Process Action, Do View, avec la 286 de Serve Ressources. On est dans un mode de développement où très peu de choses va se passer côté navigateur et beaucoup de choses vont se passer côté serveur, puisque derrière, en fait, on va principalement rendre des fragments par l'intermédiaire de JSP. Et puis, avec la 286, on va permettre un peu plus d'interaction, enfin, en tout cas, faciliter cette interaction au travers d'appels Ajax pour ne recharger qu'une partie de la page. Donc ça, je dirais que c'est le mode de développement standard. Ça reste le mode de développement standard des portlets. Maintenant, il y en a un autre qui apparaît un petit peu, qui est le Lightweight Portlet, où finalement on va télécharger un fragment de page HTML, et ce fragment de page HTML, il va un peu se débrouiller tout seul pour faire ses appels serveurs. Et donc en fait, il va vivre un petit peu dans son monde. Ça, c'est notamment avec des portlets avec Angular, c'est souvent ce qu'on fait.
Moi, mon propos, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que ces deux modes de développement, ils ne savent vivre que dans le cadre du portail. C'est-à-dire que quand on développe, à un moment donné, pour tester ces développements, on va devoir s'intégrer dans une instance Liferay et le tester dans une instance Liferay. Et quelque part, même si on va passer beaucoup de temps à faire de l'HTML, du CSS, du JavaScript, il va falloir quand même avoir de bonnes compétences Liferay et de bonnes compétences Java. Donc c'est un petit peu pour essayer d'aller au-delà que j'ai un peu imaginé ce mode de fonctionnement, alors qui trotte dans ma tête depuis 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais déjà fait une présentation qui comparait un petit peu l'intégration de React, Java. Enfin, s'il y a des gens qui étaient là il y a 2 ans, il y a des gens qui étaient là il y a 2 ans. Il y en a quand même quelques-uns. Bon, ils vont retrouver quelques bribes de présentation d'il y a 2 ans. Donc, comment on pouvait intégrer du Angular, comment on pouvait intégrer du React, comment on pouvait intégrer de l'Ember justement dans du portail, sachant que c'était possible, quoi. D'ailleurs, déjà, moi, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut penser autrement qu'en Angular en 2017 ? C'est une vraie question, hein, parce que Angular laisse peu de place aux autres frameworks. Alors, Angular 1, bon, maintenant, c'est du passé. 2, 4, alors je ne sais pas si ce sera 8 après, je ne sais pas si ce sera peut-être en binaire, je ne sais pas. Non, c'est une blague, hein. Le 3, en fait, était une version... c'était une vraie version qui intégrait le routeur en fait d'Angular. Mais bon, c'est vraiment le standard qu'on va rencontrer nous. Enfin, en tout cas, côté Vision Ypon, on le rencontre dans à peu près, on va dire 90% de nos projets, y compris de nos projets Liferay, vont se faire avec de l'Angular. Alors c'est lié, je pense évidemment à la puissance de Google, hein, derrière. C'est la puissance et la popularité auprès du monde des développeurs de Google. J'ai mis, à titre anecdotique, le nombre d'étoiles sur GitHub. C'est anecdotique parce que je pense que c'est le nombre d'étoiles de la version 2 ou de la version 4. Parce que si on avait pris toutes les versions, ce serait largement au-dessus. Voilà, bon, c'est le standard. Maintenant, il y a quand même encore un peu de place pour d'autres frameworks, à commencer par React, qu'on trouve, alors c'est pareil, hein, React c'est Facebook derrière, donc c'est aussi la puissance de Facebook. Il y a quand même des sociétés derrière qui poussent ces frameworks. Vous avez 65 000 étoiles, hein, sur GitHub, c'est pas rien. Alors React, il y a une vraie raison, c'est que React, il y avait un enjeu de réactivité, de rapidité. Ils ont popularisé la notion de DOM virtuel et sont vraiment imposés là-dessus. Ils avaient aussi une empreinte mémoire qui était très faible, donc pour tout ce qui était implémentation sur le mobile, ça avait une vraie valeur ajoutée. Moi, je mets quand même en garde sur React, hein, parce qu'il y a quand même un petit point qui n'apparaît pas clairement. Il y a une licence qui est particulièrement fallacieuse. D'ailleurs, j'ai vu que ça apparaissait dans les docs de Liferay. Il devrait se méfier. Parce qu'en fait, dans la licence, il y a marqué on peut faire du React à partir du moment où on ne rentre pas en conflit avec l'activité de Facebook. Alors pour Liferay, quand même, c'est un peu tendu. Bon, enfin, j'imagine qu'ils ont dû tester un petit peu tout ça, quoi. L'autre framework qu'on rencontre aussi assez classiquement, c'est Vue.js. C'est plus récent. Alors, il y a la version 2.0 là, qui est sortie il y a peu de temps. Vue.js, pareil, hein, c'est un petit peu les mêmes dans la lignée de React, un petit peu, hein, sur le même principe de DOM virtuel, faible empreinte, grosse performance. Là aussi, gros point d'attention. Vue, c'est un contributeur. C'est-à-dire que vous allez sur le GitHub et vous voyez que tous les commits sont faits par un gars. C'est-à-dire que le gars, il a fait son business sur Vue, et le jour où il fait autre chose, je ne sais pas ce que devient le framework. Donc, parier sur Vue.js, c'est quand même un truc un peu tendu aussi. Bon, juste pour la forme, j'ai pas mis Vue.js sur mon graphe Google Trends. J'aime bien mettre les Google Trends, ça illustre bien, et puis ça donne après tout un point de vue sur les recherches faire sur Google. J'ai pas mis Vue parce que Vue c'est un mot qui veut rien dire. Alors après, si on met Vue.js, mais ça veut rien dire non plus. Bon, là j'ai pris Angular, React, Ember. On voit qu'Angular, évidemment, c'est une popularité extrêmement croissante et assez rapidement. On voit aussi que React a vraiment décollé. Et on voit qu'Ember, en fait, il plafonne. Il plafonne, et c'est vrai que maintenant, c'est devenu un concurrent beaucoup moins visible. Alors ça a peut-être changé. Ils ont sorti une partie de Ember dans un truc qui s'appelle Glimmer.js, et qui est un petit moteur de templating, de construction de composants qui est assez performant et qui devrait peut-être un peu faire de bruit. Bon, moi je vais surtout donc vous parler de Ember. Déjà parce que je l'aime bien, ce framework, et puis aussi parce qu'en fait, c'est difficile de le comparer. On ne peut pas le comparer directement à un Angular ou à un React, simplement parce qu'en fait, il n'a pas la même couverture. Il ne fait pas la même chose. Alors certes, il y a des choses il y a des points communs, il y a beaucoup de points communs. On va le voir un petit peu dans
dans les slides suivantes. Mais il y a des choses qu'Amber fait que les autres ne font pas. Et manque de chance, pour cette présentation, j'utilise justement ce que Amber fait et ce que les autres ne font pas. Donc, Amber, c'est aussi un framework qui a une longévité, une durée de vie plus longue que les autres, puisque c'est bâti sur les bases de Spirit Core, qui était un produit Apple, avec un team lead. Je ne sais pas si ça dit, si Yehuda Katz parle à des gens ici, mais c'est quand même le gars qui était dans tous les bons coups. Et il était dans Ruby on Rails, il était dans jQuery, il est dans Rust. Bon, Rust, c'est peut-être moins un bon coup, mais enfin, c'est un super langage, mais c'est moins connu peut-être. Et derrière, il est sur Amber. Donc c'est quand même un gars qui a fait énormément de choses pour les projets open source. Une popularité, donc 18 000 étoiles, bon, c'est moins que les autres, mais c'est déjà significatif. Et puis, je vous dis surtout, une couverture fonctionnelle très très large. C'est-à-dire que Amber, c'est un noyau qui va faire à peu près la même chose qu'Angular, notamment. Angular plus le routeur, on va dire. Bon, maintenant Angular, puisque Angular intègre un routeur. Un langage de templating, un environnement de développement, donc Amber CLI, qui était repris d'ailleurs maintenant, puisque maintenant on retrouve Angular CLI, on retrouve Vue CLI. C'est basé sur le même noyau. Hein. Et puis donc surtout Amber Data. Amber Data, il faut voir ça comme un espèce de petit ORM intégré au sein du JavaScript. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui sont un petit peu habitués à travailler avec d'Angular ou avec les concepts JavaScript comme ça? Ouais, il y a quand même un peu de monde, ça va. Donc là, j'ai pris le modèle de programmation Amber pour essayer de classer un petit peu les différents concepts qui vont être maniés dans le framework. Donc avant tout, il y a ce qu'on appelle le routeur. Le routeur, c'est l'aiguillage. C'est très simple. Lui, il reçoit des URL, il dit « je la connais, je la connais pas ». Et si je la connais, je la passe à une route. Et la route, en fait, derrière, elle va interagir avec un modèle. En fait, elle interagit avec un back-office, un modèle qui est porté par le back-office. Et en fait, elle interagit par l'intermédiaire du store. Et le store va avoir des capacités de gestion d'un modèle ou d'un cache de modèle. Et derrière, il va pouvoir adapter en fait, ce qui est renvoyé par l'API au travers d'adapteurs et de serializers. Je reviens un peu là-dessus parce que c'est vraiment le cœur de la présentation, pour fournir une vision de ces objets qui lui va bien. Donc après, c'est des concepts un peu plus classiques de contrôleurs, de templates et de templates qui utilisent des composants. Les composants étant eux-mêmes formés d'un contrôleur et d'un template. Je dirais que la partie routeur, route, template, composant, contrôleur, on va trouver ça à peu près dans tous les frameworks JavaScript, MVC modernes. Par contre, la partie store, modèle, adapteur, serializer, ça, à ma connaissance, elle n'est portée que par Amber. Alors, je ne sais pas si on voit bien tout ce qui est marqué dans les exemples du fond de la salle, mais là, je fais un petit focus sur justement le store, la notion de store, et de modèle métier. En fait, dans Amber, on va représenter tous les objets qu'on manipule. Donc ici, par exemple, j'ai pris un exemple de casier pour ranger du vin. Donc mon casier, je lui ai donné un nom. Je lui ai dit, il a tant de colonnes, tant de lignes. Je lui associe une petite image. Je regarde, je vais lui associer une date de création. Je vais automatiquement calculer une capacité. Donc ça va être un truc, dès que je vais toucher une propriété plus haut, ça va être remis à jour dynamiquement. Voilà, je vais décrire mon modèle comme ça, et puis je vais aussi décrire mes relations. C'est-à-dire que dans ce modèle, je vais pouvoir dire aussi, ce modèle, cette étagère, elle contient des bouteilles. Donc j'ai un DS as many bottles. Bottles étant un autre objet de mon modèle. Voilà. Et derrière, tout ce modèle objet, il va être manipulé presque de façon magique, un petit peu à Hibernate, on va dire, par le store, qui va lui implémenter un certain nombre de méthodes, donc find, find all, update, create, delete, en s'appuyant par défaut sur de l'API REST. Donc du get, du patch, du post, du delete avec des URL, donc ils sont assez classiques. Ça, c'est le modèle par défaut. Et derrière, en fait, ce qu'il va attendre du back, c'est qu'on lui renvoie un flux au format JSON API. Donc il y a une spec de flux JSON. Donc j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Et le store aussi, l'intérêt, c'est que le store, il est capable de gérer du cache. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire appel au back que quand vraiment il y en a besoin. Ou on peut forcer à faire appel au back. Alors, ce qu'il faut savoir aussi dans Amber, c'est qu'il y a un côté un peu magique dans Amber, c'est que
tous les concepts, enfin, il y a pas mal de concepts qui sont manipulés, qui vont être implémentés par défaut. C'est-à-dire que, je l'ai dit au départ, donc le routeur, par exemple, je vais faire un appel sur localhost /rax. Le routeur, on va lui avoir déclaré une route sur rax. Donc dans ce cas-là, il va dire, bon, bah, je vais aller regarder si j'ai une route qui existe dans route rax. À la limite, si elle n'existe pas, c'est pas grave, je vais la créer tout seul. Puisque ma route, elle est valable, je vais me débrouiller tout seul, je vais la créer. Ça, c'est le côté un peu piégeux d'Amber au départ, quand on ne connaît pas. C'est qu'il se passe des trucs un peu magiques, parce qu'il y a beaucoup de comportements par défaut. Pareil pour le contrôleur. S'il n'existe pas, il va le créer par défaut. Alors évidemment, le template, il faut vraiment qu'il existe, parce que là, c'est la représentation. S'il n'existe pas, là, il va pas aimer. Et donc, derrière, bon, bah, par défaut, on va même aller jusqu'à aller chercher, faire un appel sur le back-office pour récupérer ce modèle de rack. Alors, en fait, ce qui se passe entre... Donc, ça veut dire que ma route va faire un store final pour aller récupérer tous mes racks. Ça va se traduire par un appel au niveau de l'API, simplement parce que là, dans mon store, j'ai configuré le fait que je namespaceais mon API par API, /API. Donc il fait API /rack. Ça, c'est des conventions de nommage qu'il a lui-même posées, qu'on peut surcharger si au besoin. Et l'API doit renvoyer un flux JSON. Alors, le gros intérêt, et là où je veux en venir, c'est que entre cet appel du store vers l'API, on peut interfacer donc un adapteur, voire un serializer. L'adapteur, en fait, il va dire, plutôt que de faire un appel format REST classique, je vais faire un truc à ma sauce, je vais faire autre chose. Ou plutôt que de récupérer un flux JSON au format JSON API, je vais utiliser un serializer pour customiser le flux qui est retourné. Et cette customisation, on peut la faire soit objet du modèle par objet du modèle, soit globalement pour toute l'application. Et en fait, derrière, en termes d'implémentation, bah, c'est jamais que quelques méthodes JavaScript à implémenter. Bon, assez classiquement, ça c'est le minimum vital, on va dire. Après, quand on manipule des relations, il faut aller un petit peu plus loin. Mais find record, create record, update record, toutes les méthodes de CRUD. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler pour faire de la portlet Amber, en fait. Alors, je vais revenir un petit peu sur le modèle de développement par défaut d'Amber, avant de passer justement à Liferay. Le modèle de développement Amber, il est purement Node. On ne parle pas, là, on travaille... je dirais qu'il est purement Node, et puis à la limite, on n'a même pas de back-office. Parce que les appels sur le back-office, ils ne sont pas existants, ou parce qu'on a un groupe de développeurs qui travaillent, et puis on leur définit des interfaces, et puis c'est tout. Et dans ce cadre-là, bah, il y a un petit add-on d'Amber qui est bien pratique, qui, je pense, devrait être intégré d'ailleurs au framework très prochainement directement dans le core. Ça s'appelle Mirage. C'est quelque chose qui va en fait intercepter tous les appels aux requêtes XML HTTP request pour les implémenter par des scénarios qu'on aura mis en place au sein de l'application. Et je dirais que quand on démarre le serveur Amber, donc c'est un Amber Serve, donc ça va démarrer un node, par défaut il est configuré pour utiliser Mirage. Et du coup, bah, en fait, on va utiliser un scénario qui va implémenter un certain nombre d'objets définis dans le modèle. Donc ça permet de faire un développement. On développe sa portlet, on a des données de test qui sont assez réalistes, parce qu'on va vraiment pouvoir aller assez loin avec des frameworks type Faker ou des choses comme ça pour avoir de la donnée un peu réaliste. Complètement en dehors de Liferay, et avec une facilité, une rapidité de développement qui est totale. Parce que là, dès qu'on modifie le moindre fichier, bam, on a le résultat sur le navigateur. On n'a rien à faire, on n'a pas de déploiement, c'est direct. On a un watcher qui nous met à jour, qui push sur le navigateur les modifications qui ont été faites. Voilà, alors ça c'est le mode de développement. J'ai une équipe qui connaît rien à Liferay, par contre qui est super forte en JavaScript, en HTML, en CSS, elle peut travailler. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quand même faire de la portlet Liferay. Et dans Liferay, moi, il y a un truc, il y a vraiment quelque chose que je trouve, que j'ai toujours trouvé très intéressant, c'est le service builder. Et le service builder, bah, on a parlé du modèle tout à l'heure, hein, dans Amber.
Service Builder, c'est un peu la même chose finalement. Mais c'est un modèle côté serveur avec de la persistance. C'est-à-dire dans le Service Builder, on va définir les mêmes objets que ceux qu'on a définis dans Ember, avec à peu près les mêmes types d'ailleurs. Et puis on va générer à la fois la persistance et l'exposition des services. Et en plus, la seule petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on va avoir en plus un petit annuaire, une petite interface de test qui nous permet de peupler un petit peu tout ça. Donc le Service Builder, j'adore. Alors en fait, le seul truc, c'est que il expose des services JSON, mais bon, c'est pour dire qu'on expose des services JSON. Hein. C'est quand même, d'abord, les services eux-mêmes sont quand même très fortement typés plutôt SOAP, puisqu'il expose aussi des services SOAP. On est vraiment dans un mode service et pas dans un mode ressources. Donc, la façon d'appeler les méthodes, les services et le flux qui est récupéré, un framework JavaScript moderne, il ne sait pas l'interpréter. Voilà. On ne pourra pas travailler avec du Service Builder avec de Angular, notamment, ou avec du jQuery, ou avec des frameworks comme ça. Il va falloir retravailler l'appel du flux et le flux lui-même. Et c'est là que le fameux adapteur dont je vous ai parlé rentre en ligne de mire, c'est que du coup on va l'utiliser pour faire la glue entre le mode mirage, normal, natif d'Ember, et le mode portlet. Alors, cerise sur le gâteau, on va pouvoir travailler en utilisant Node.js. C'est-à-dire que le fameux développeur qui travaille sur l'interface web, qui ne connaît rien à Liferay, etc., il sera même capable de travailler directement avec les données disponibles dans Liferay. C'est-à-dire qu'en fait, on va placer Node en proxy de Liferay, c'est-à-dire qu'en fait, tous les appels de l'adapteur vont être passés à Liferay, qui va donc récupérer les vraies données produites par le Service Builder, tout en restant sur un mode non déployé dans Liferay. C'est-à-dire qu'on a une instance de Liferay qui tourne, qui fait juste, qui sert, qui fournit des services à notre appli en développement. Alors là, j'ai mis deux options dans ma ligne de commande, simplement parce que j'ai mis le serve, donc qui vient de démarrer le serveur. J'ai mis le proxy localhost, simplement pour dire à Node, je suis en mode proxy, je relais mes appels HTTP vers cette adresse. Et je lui spécifie également que je suis en mode Liferay, parce qu'a priori, ce back-office, l'adapteur, il pourrait être même plus intelligent. Il pourrait très bien relier sur un autre back-office, qui soit un back-office purement Java, type JStor, ou un Ruby on Rails, ou n'importe quoi. Voilà. Donc il faut quand même préciser un peu plus que juste être en mode proxy. Alors, évidemment, le travail ici consiste pas mal à construire cet adapteur qui doit être intelligent. Donc c'est un fichier, c'est juste un fichier qui est complètement indépendant du reste de l'application et qui sert d'aiguillage, qui va intelligemment dire « je suis en mode serveur simple, Ember Serve, donc je suis en mode autonome. Dans ce cas-là, mon adapteur, c'est l'adapteur standard d'Ember, c'est un JSON API adapteur. Je suis en mode Liferay. Dans ce cas-là, je lui fournis un Liferay adapteur que j'ai moi-même écrit et qui va gérer les problématiques. Alors, j'ai dit d'appel des bonnes méthodes, parce que le final, il va falloir travailler en final, le query, il va falloir le traduire dans une méthode aussi qui va bien aller. Il va falloir gérer le problème d'authentification aussi, le passage de token. Voilà, ce genre de choses. Donc, en synthèse, on va avoir trois modes. Le même code, il va être capable de fonctionner en trois modes. Il va être capable de fonctionner en mode complètement solo, avec des données moquées par Mirage. Je dirais que ça, c'est le développement classique Mirage, Ember. Et dans ce cas-là, l'adapteur, c'est du JSON API. Il va être capable de travailler en mode proxy, simplement en spécifiant une option supplémentaire. Donc du coup, parce que l'adapteur, il va switcher sur un adapteur spécifique avec authentification. Et puis, quelque part, il faut aussi penser que l'objectif, c'est de déployer sur du Liferay, donc de portlétiser le développement. Et là, évidemment, l'adapteur, il faut qu'il reste en mode adapteur spécifique. Et là, tout en ne bypassant pas l'authentification cette fois-ci. Donc ça veut dire que quand on se retrouve en mode portlet Liferay, autant l'adapteur il est capable de savoir dans quel mode il est quand on lance le serveur à la main, quand il est en mode Liferay pur, il n'a plus cette indication-là, il n'a plus d'indication de configuration. Donc moi je suis passé par une astuce, j'ai utilisé l'objet JavaScript Liferay,
dis à partir du moment où j'ai un objet JavaScript livré qui existe, je me dis je suis en mode portlet. Et je l'utilise d'ailleurs, parce que derrière, je vais pouvoir récupérer beaucoup d'informations par l'intermédiaire de cet objet. Alors pour portletiser ce développement, c'est relativement simple. D'ailleurs, c'est bête, j'aurais dû rajouter une slide, mais j'avais un truc un peu mieux que ça, mais c'est pas grave. En fait, déjà, il va falloir lui indiquer le Ember va travailler sur un fragment de page. Par défaut, il travaille sur toute la page. Enfin, tous les frameworks. Quand on fait un Angular, par exemple, de l'Angular, pour ceux qui connaissent, on fait un initap. Et puis l'initap, il travaille sur toute la page. Par contre, si on veut cibler une portion de la page, il faut lui indiquer. Là, c'est le même principe. On va spécifier un root element. Et ce root element, ce sera le div qui encapsule la portlet. Donc là, hein, simplement, c'est une petite astuce pour récupérer. Je travaille sur le section DS-portlet pour récupérer le bon div. On va créer, moi je pars toujours d'une portlet, d'une MVC portlet. Donc je fais avec les nouveaux outils DX7 un bled, je ne sais plus, bled-t, bled create-t, MVC portlet. Wagueux, il est en train de téléphoner donc. Bon, non, c'est bled, je ne sais plus exactement l'option, mais voilà, avec bled, il y a une option pour créer et c'est le type MVC portlet. Donc qui permet d'avoir notamment un view JSP qui sera la portlet de base, la JSP de base, ça sera la seule qu'on utilisera. Et dans cette view JSP, finalement, on va intégrer juste une balise méta avec les indications qu'on va récupérer de la compilation d'Ember. En fait, ce truc-là, ça sera un fichier qu'on ne va jamais toucher, qu'on va mettre en place au début et qui aura toute la bonne configuration. On va également rajouter le fait qu'il faut aller chercher un certain nombre de ressources propres à Ember. Alors après, on peut faire mieux que ça. Hein. S'il y a des questions, on y reviendra. Donc, notamment tout ce qui est CSS et tout ce qui est JavaScript. Hein, puisqu'en fait, toute l'intelligence, elle va se retrouver dans le Ember CLR.js. Le vendor.js, c'est le cœur Ember. Et le Ember CLR.js, c'est tous mes contrôleurs à moi, tous mes routeurs, etc. Donc ça, en fait, on l'intègre dans la déclaration de la portlet. Hein, au niveau de, ça, c'est la nouvelle façon de faire dans DXP. C'est plus le livefray, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, le fichier XML qu'il y avait avant. Voilà. Dernier point, moi je passe toujours en non multi-instanciation de la portlet. Bon, a priori, ça doit marcher en multi-instanciation. Je vous avouerai que j'ai jamais testé. Parce qu'en fait, les applis qu'on fait dans ce mode-là, c'est des applis un peu métiers. Il n'y a aucune raison d'en mettre 3 par page. Enfin, bon. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas de contrainte de communication entre portlets et entre ou même entre portlet livefray, portlet Ember et autres. C'est-à-dire que derrière, on a l'objet livefray avec les méthodes livefray-on, livefray-alert, etc. Donc on va pouvoir réagir aux événements aussi externes. J'ai presque fini, c'est pas de problème. Alors, juste parce que là, pour l'instant, c'est très théorique. Donc j'ai fait une petite démo rapide pour essayer de mieux montrer un petit peu comment ça se passe. Bon, c'est super rapide et puis en fait, simplement ça va être le support d'un post que je dois publier bientôt, qui est presque prêt, sur le blog d'Ypon. Enfin, ce ne sera pas un post, ce sera une série de posts parce que le sujet est assez vaste. Enfin, je pense que ce sera 5 ou 6 posts. Et le post sera backé par un GitLab. Donc, il y aura les sources aussi dedans. Et c'est un exemple simple où on va manipuler, je vous en ai parlé, des casiers à vin et des bouteilles dans les casiers. Voilà. Donc, je vais essayer de faire la démo sans... Alors, ça va pas être facile. Je vais être facile. Alors déjà, j'ai démarré un livefray de base. Je suis logué déjà, c'est bien. Alors, ce livefray de base, j'ai quand même fait une chose, c'est que j'ai déployé donc un module Ember CLR avec un certain nombre. Donc j'ai fait un service builder, j'ai exposé quelques méthodes, rien de très compliqué. Si je fais un find all sur les racks par exemple, je ne suis pas authentifié, ça c'est bien.
Donc on va... Je me disais, c'était bizarre que je sois encore authentifié. Sign in. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon. Faut bien qu'il y ait un effet démo quelque part. À la limite, c'est pas le cœur. Si je peux pas faire mon... Voilà. Donc j'ai, là par exemple, vous voyez, j'ai... alors c'est pas facile à regarder parce que j'ai un rack, 2 racks, 3 racks, 4 racks. En parallèle, je vais lancer un serveur Ember simple. Alors, hop. Donc là, en fait, je suis pas en mode, je suis en mode travail direct avec Ember et Mirage. Voilà. Alors là aussi, bon, vous allez dire, j'ai aussi 4 racks, hein, donc c'est pas très parlant, mais c'était pas les mêmes noms, par exemple. Donc là, vous voyez, je travaille sur une appli avec des données moquées. Donc là, j'ai fait un scénario. Vous allez voir rapidement. Je ne sais pas si ça va être très lisible. Mais dans les données Mirage, en fait, j'ai fait un scénario ici où je dis, voilà, Mirage, crée-moi 4 racks. Et puis ensuite, dans ces racks, bah, il y a une chance sur 2 que à chaque position, il y a une bouteille. Voilà. C'est un scénario super simple, avec des données moquées. Et du coup, bah, si je vais sur un de mes racks, voilà, j'ai des bouteilles ou pas, avec une chance sur 2. Voilà. Donc ça, c'est le mode de développement par défaut. Le développeur, en fait, il va travailler. Donc ça, c'est le mode. Ça, c'est vraiment le répertoire de développement d'Ember. En fait, lui, il va travailler sur ses contrôleurs, sur ses routes, sur ses templates, et sans chercher à faire plus que ça. Voilà, par exemple, là, ça, c'est pour m'afficher mon tableau, mon fameux tableau avec les différentes lignes. Ouais, c'est assez concis, hein, Ember, hein, quand même. On arrive à faire des trucs, puisqu'en fait, là, j'utilise un composant Ember. Pareil, si j'ai mon détail de rack, je suis désolé, je ne suis pas en face. Voilà, ça, c'est pour afficher mon composant. Non, ça, c'est ma transition, c'est ma route, excusez-moi. L'affichage, modèle table, et ça, c'est le détail. Voilà. Donc, en fait, on travaille sur des choses assez simples en termes de développement, mais si je modifie la moindre chose ici, ça sera pris en compte immédiatement. Bon, je vais faire un truc moche, mais c'est pas très grave. C'est vraiment moche, hein, je suis désolé. Hop. Puis c'est pas évident de... Voilà, vous voyez déjà, il me recharge automatiquement ma page, et puis voilà, j'ai mon test en bas. Ouais. Pas de déploiement, rien. Je peux être... c'est super rapide, quoi. C'est très très... Bon, alors maintenant, l'autre, le mode de développement autre. Je vais arrêter mon serveur Ember. Enfin, mon serveur Node, hein, parce que derrière... Attendez, je ne vois pas trop ce que je fais. Alors, voilà, hop. Et là, donc, je démarre en mode proxy Liferay, en lui spécifiant que je suis bien sur du Liferay. D'ailleurs, il m'a déjà rafraîchi les données, hein, vous avez vu, puisque c'est plus les mêmes noms. Ouais. Et là, d'ailleurs, j'ai beaucoup moins de bouteilles parce que je les ai rentrées à la main, donc ça m'a un peu fatigué. Par contre, si on va faire l'exercice, vous voyez, là, j'ai 3 bouteilles dans mon casier. Pour montrer qu'il n'y a pas de... Je vais rajouter une bouteille en live. On va l'appeler... Château Liferay. Hein. Je vais la mettre en 0,0, c'est la première colonne, première ligne, comme ça on devrait l'avoir. Et le rack, je crois que c'est le 1. Ouais. Voilà, donc j'ai créé ma nouvelle bouteille. Même si je travaille sur Node,
Alors là, ça ne rafraîchit pas en live, hein, parce que faut la rechercher. Voilà, j'ai ma bouteille qui est créée direct. Voilà. Donc on a une interaction complète, hein, entre les services Liferay et mon composant. Et puis derrière, après ce même composant, si je retourne sur mon Liferay, je l'ai posé dans une page, enfin je l'ai portletisé, je l'ai posé dans une page. Bon, c'est pas nickel parce qu'il faudrait faire un thème un peu mieux foutu, mais c'est directement voilà, c'est là, bon, sauf que j'ai pas de bouteille dans celui-là, mais je retrouve mon fonctionnement direct en mode Liferay. Voilà. Donc et là, pour passer de mon mode standard à ce mode-là, j'ai juste recopié, j'ai fait un Ember build et j'ai recopié mon répertoire ACEP dans ma portlet. Puis ensuite, j'ai déployé ma portlet. Donc je travaille vraiment en dehors de Liferay, je fais de la portlet en dehors de Liferay. Voilà. Alors, conclusion, parce que je crois qu'il me reste rien du tout. 2 minutes. Bon, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Parce que c'est vrai que même moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Je dirais que c'est un sujet qui me trotte dans la tête. Ça fait 2 ans que j'y pense à ce truc-là. Et là, j'ai vraiment pu le mettre en place il y a un peu plus d'1 an. Mais sur une application interne. Et bon, je prends le sujet de temps en temps, hein, quand j'ai du temps. Ember n'est pas à la mode, donc ça ne pousse pas non plus à aller plus loin. Si je pouvais faire la même chose sur Angular, je l'aurais déjà fait. Bon, mais en fait, ça marche bien. C'est quand même hyper agréable de le développer comme ça. Pour l'intérêt, enfin pour la rapidité du développement, pour tout ce qui est composants graphiques évolués, c'est vraiment c'est un bonheur, quoi. Pour l'intérêt des développeurs aussi, c'est pas mal parce que enfin, nous, côté Ypon, c'est vrai que les gens ont une forte appétence pour JavaScript actuellement et ils ne retrouvent pas forcément ça quand ils font du développement portlet. On peut aussi imaginer de faire un développement qui soit fait par des gens qui ne connaissent rien à Java. C'est vraiment possible, puisque derrière, ils peuvent travailler tout seuls. Alors, j'ai quand même passé sous silence un certain nombre de choses, hein, que je n'ai pas creusé. Après, c'est un problème de temps. Je pense que, par exemple, tout ce qui est gestion des URL, parce qu'en fait, le navigateur prend la main sur l'URL en haut. En fait, je pense que ça se règle assez facilement, hein, parce qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement d'Ember. On peut lui dire de travailler des encres. Et donc, en étant un peu astucieux, on peut gérer le problème. Voilà. C'est plus, je voulais présenter ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'aimerais bien pas être le seul à le creuser. Donc, s'il y a d'autres gens qui s'intéressent, voilà, ils sont les bienvenus pour aller plus loin avec moi. Sachant que donc, je publierai quelque chose très prochainement. Donc, s'il y a des questions. Wague. Hein. Bonjour. Bonjour. J'avais une petite question par rapport au routing, justement. Comment vous gérez en fait le routing par rapport aux routes d'Ember versus les routes Liferay par défaut quand vous tapez une URL? Qu'est-ce qui se passe en fait prend le dessus ouais, en fait? En fait, c'est très simple. Ember prend la main sur l'URL manipulée par le navigateur. C'est-à-dire que derrière, il n'y a plus d'URL portail. Voilà. Après, soit on manipule, soit dans le code applicatif, on va créer des URL portables. Si on travaille juste avec Ember, on est sur du single page application. Donc en fait, même s'il affiche une URL dans le navigateur, c'est une URL interne. C'est plus une URL de portail. On n'est plus dans un paradigme d'échange. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Ouais, dans ce cas-là, en fait, c'est plus un portail, c'est une je vais montrer un truc. C'est une boîte noire dans laquelle il y a une application, en fait. Du coup, il n'y a plus de pagination. Non, parce que bon, là, j'ai mis qu'une portlet, mais on pourrait très bien avoir une agrégation de portlet. Et là, en fait, le truc, c'est justement, là, j'ai pas poussé assez loin. Il faudrait, là, si on voit la barre de navigation, justement, on a une URL qui représente rien au niveau du portail. C'est parce qu'en fait, je suis mis dans un mode Ember où c'est lui qui gère. En fait, c'est le mode auto d'Ember. Et en fait, il gère par rapport aux possibilités du navigateur. Et donc, il va se baser sur l'history, là, le mode history. Et en fait, il faudrait le mettre en mode H. C'est-à-dire je travaille avec un dièse
pour spécifier mon chemin. Et dans ce cas-là, il faut garder une URL route qui est celle de la page. Et du coup, on a l'URL de la page, dièse, l'URL d'Amber. Effectivement, je pensais que c'est ce qu'il faut faire parce que sinon c'est plus possible de naviguer au niveau du portail. En fait. Là, honnêtement, j'ai fait ça assez vite. La portletisation, je l'ai faite assez vite. En plus, je ne suis pas du tout un spécialiste Liferay 7, enfin DXP, ou 7, je ne sais plus comment on dit. Donc, j'ai un peu découvert et d'ailleurs, j'apprécie énormément. Franchement, c'est top. C'est vraiment léger et quand on a compris un petit peu, ça va très très vite. Mais je suis pas allé au bout des possibilités par exemple, la portletisation, j'aimerais bien faire un plugin direct Amber qui fabrique ma portlet. Parce que là, je suis parvenu, mais il y a une question qu'on m'a pas posée sur tout ce qui est minification des ressources, par exemple. Parce que ça aussi, c'est un truc que Liferay prend en main. Amber le prend en main aussi. Donc, comment on fait pour mettre les deux face à face ? Il y a des solutions. C'est pas vraiment très compliqué. Mais bon, j'ai pas poussé ce point-là non plus. Il y a encore beaucoup de questions à se poser. Merci. Je prends encore une dernière question. Je pense qu'on est un tout petit peu en retard, mais ça va. Bonjour. Alors moi, ça va être dans la continuité de la question posée sur les URL. Pour du rendu côté serveur, comment on gère pour de l'instanciation de portlet? Alors là aussi, c'est un sujet que je n'ai pas creusé. Qui est il y a des capacités au niveau Amber, comme maintenant il y a des capacités dans Angular, dans React, dans tous ces frameworks-là. Mais je ne saurais pas répondre plus que ça à ces questions-là. Mais... Alors j'ai des réponses. On en parlera alors. Voilà. Ok, merci beaucoup Bertrand.